J'admets, le titre était un peu putaclic. Alors, je m'appelle Martin Jaglan, donc j'ai cofondé MPG il y a 8 ans avec deux amis. Et on va passer 30 minutes ensemble à peu près pour parler de foot, d'entrepreneuriat, des fails qu'on a eus, des petits succès. Je vais devoir commencer par expliquer ce que c'est MPG. Et avant ça, comme d'habitude, je demande qui a déjà joué à MPG. Je vois pas grand-chose. Ah, bah voilà, il y a du. Qui a déjà joué à Mon Petit Prono, le jeu de prono qu'on a fait sur la Coupe du Monde, d'accord? Qui a déjà gagné à Mon Petit Prono? Il y en a beaucoup moins. Qui a déjà gagné à MPG? Ok, bon, moi, vous êtes des connaisseurs, c'est cool. Bravo, merci tout le monde. Je vois pas tout, hein. La salle est gigantesque, c'est assez impressionnant. Mais donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une nouvelle façon de vivre le foot. MPG, comme tous les jeux de fantasy gaming. Avant, tu regardais ton match de foot avec tes amis dans un bar ou chez toi avec une bière. Maintenant, tu fais toujours ça, mais en plus, tu deviens entraîneur virtuel de joueurs réels. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, je vous ai mis un visuel du jeu. Là, par exemple, c'est ma belle équipe des Abbesses Indomptables. J'ai perdu 3-2 contre un ami parce que j'ai mis moins de buts que lui ce week-end-là avec mes joueurs de Ligue 1. Donc en gros, vous avez que 500 millions pour acheter des joueurs du championnat de France, des petites pépites nantaises, guingampaises, parisiennes ou autres. Et à partir de ça, vous allez défier un ami chaque week-end avec des résultats qui seront basés sur les performances de vos vrais joueurs dans la vraie vie. Voilà, donc l'une des fiertés qu'on a, on ne parle pas de big data, même si c'est branché, mais plus d'algorithmie. On récupère 80 000 statistiques issues des terrains de foot des championnats de France, d'Angleterre et d'Espagne. Et je fais une petite aparté, on m'a demandé de porter l'écharpe de Liverpool juste avant de rentrer, mais je ne suis pas supporter de Liverpool. Mais en gros, on récupère 80 000 datas chaque week-end en temps réel, et on va donner une note sur 10 à chacun des joueurs à partir d'une cinquantaine de stats par joueur. Donc c'est pas uniquement est-ce qu'il a marqué ou fait une passe décisive, c'est est-ce qu'il a fait des passes vers l'avant, est-ce qu'il a fait un crochet dans les 20 derniers mètres, c'est est-ce qu'il a fait un tacle décisif en récupération. Et à partir de toutes ces datas, on va créer une note originale qu'on va mettre dans notre jeu. On s'est rendu compte que c'était plus qu'un jeu de foot ou un jeu de management, que c'était devenu un petit jeu de société entre amis. On a le sentiment aujourd'hui que notre jeu à nous, Mon Petit Gazon, c'est à la croisée des chemins entre un réseau social, parce que c'est un petit fil rouge dans les semaines des gens, du gaming, parce qu'en fait, on est dans l'industrie du jeu, on est sur l'App Store, Google Play, etc. Pas très loin du pari sportif. On ne parie pas d'argent sur notre jeu, mais on pronostique sur des joueurs. Donc on a un peu un truc hybride entre tout ça, mais en tout cas c'est un truc qui lie les gens entre eux, que ce soit entre amis ou au boulot, je ne sais pas qui vous jouez, mais c'est des gens à qui vous aimez bien vous engueuler, vous aimez bien partager. Et ce qui fait l'un des succès du jeu, c'est que ça rythme pas mal les semaines des bandes de potes. On fait sa compo le vendredi après-midi avec une petite pression pour savoir qui va jouer, qui va pas jouer. Le week-end, le samedi et le dimanche, on regarde qui a marqué des buts, qui en a pris. Voilà. Le lundi matin, la sanction tombe, le résultat tombe. Et puis après, du lundi au vendredi, on vanne ses potes. Donc tout ça pour dire que c'est un petit jeu de société. Depuis 8 ans, on a toujours refusé de mettre de l'argent en jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner sur MPG. On ne peut pas devenir milliardaire. On peut juste gagner la fierté d'avoir battu ses amis. Et pareil, on nous a déjà proposé d'avoir des cadeaux, des consoles, des scooters, des voyages. On a toujours refusé. On veut que les gens viennent pour la simple et bonne raison de défier leurs amis et de les battre. Tout ça nous a amené aujourd'hui à avoir 1 300 000 utilisateurs, c'est de la balle. Tout ça sans 1 euro de pub. Déjà parce qu'on n'avait pas d'argent quand on a commencé pour mettre de la pub. Mais surtout, ça veut dire qu'en fait, les gens qui ont commencé sur MPG, alors je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé, mais les gens qui ont commencé sur MPG, souvent, ça a été les premiers ambassadeurs de notre marque et de notre jeu. Donc c'est une croissance qui est peut-être plus lente, mais qui est très saine parce que les gens qui viennent pour des bonnes raisons. Donc nous, depuis 8 ans, tout l'argent qu'on a et tout ce qu'on a en ressources, on le met dans l'expérience du jeu et dans l'émotion que ça va créer, parce que cette émotion, ça va être transformé en des discussions entre amis, le déjeuner, le soir, devant un verre, devant un match. Et donc aujourd'hui, on a dépassé la barre du million sans 1 euro de pub, et on en est très content. Comment ça a commencé ? Ça a commencé, en fait, on avait un boulot, tous les trois, on était potes dans une boîte de marketing digital. Donc Benjamin et moi, on est... Grégory, c'est le développeur, et puis quand tu n'es pas développeur en startup, tu es tout le reste. Donc on est chef de projet, commercial, marketing, fidélisation et tout le reste. Mais en tout cas, c'était un projet qu'on a amené le soir et le week-end. C'est pour ça qu'on l'appelle Nique ta soirée, parce qu'on a passé beaucoup de temps
surtout Grégory, pour faire ce jeu en plus de nos heures de boulot. Et en fait, on a fait ce projet parce qu'on l'aimait bien. On jouait à un jeu qui s'appelait Fantali, qui était à mi-chemin entre Mon Petit Gazon d'aujourd'hui et Football Manager. On a rappelé les fondateurs, on voyait qu'ils lâchaient un peu l'affaire sur leur truc, on l'a repris. On l'a refait complètement à notre sauce. Et on a lancé un jeu qu'on aimait bien. On a commencé par un email en septembre 2011 à mon équipe de foot, à mes potes, et pareil pour Benjamin et Grégory. Donc on n'avait pas en tête au début que ça allait être une société, que ça allait être notre boulot, etc. C'était plus un jeu qu'on a lancé et qui nous plaisait bien. Et c'est pour ça que souvent je dis qu'on est plus une start slow qu'une start-up, parce qu'on a lancé, on a mis une graine, et puis la graine a pris. Donc la première année, on a eu 5 000 utilisateurs, la deuxième, on en a eu 50 000, ainsi de suite, jusqu'au bout de 4 ans, on a eu 200 000 utilisateurs sans faire un euro de pub. Donc au début, ça ressemblait à ça. Il y a des gens qui nous disaient « Ah ouais, c'est génial, on dirait Le Bon Coin, ton site il est dégueulasse, ça fait proche. » Et effectivement, on n'avait pas de graphiste à l'époque, donc ça pique les yeux. Alors pour ceux qui jouaient à l'époque, il y avait des Serge Aurier, des Diarra, des Mota, ça nous rappelle des souvenirs. Mais en tout cas, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que malgré ce site qui était immonde, on a réussi à avoir 200 000 joueurs. Et la leçon qu'on a de ce truc-là, c'est que c'est pas la peinture qui compte. On n'avait pas une app branchée, un site branché, un truc branché. On était juste moche, mais l'émotion était là. C'est-à-dire que le week-end, les gens stressaient. Le lundi, ça discutait, ça créait des discussions. Donc c'est l'expérience qui compte, c'est pas la tronche du produit que vous avez. Tout ça nous a amené en 2016 à tenter un crowdfunding. Pourquoi? Parce que le site était amateur, mais il y avait quand même une belle audience dessus. Les serveurs tenaient, mais c'était pas encore suffisant en termes d'expérience. Donc on s'est dit, on va demander de l'argent aux gens. Souvent, c'est une bonne expérience. Tout le monde te donne des bons conseils, etc. Mais quand il faut mettre de l'argent, c'est le moment de vérité. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une communauté existante. Souvent, les crowdfunding, c'est « Ah bah j'ai une super idée, si j'ai 100 000 euros, je la développe ». Nous, on l'était déjà développée, il y avait déjà des gens qui y jouaient. Donc c'était un moment de vérité, parce que s'ils payaient, c'est qu'ils acceptaient, qu'ils validaient le concept et qu'ils voulaient l'accélérer. Et on a eu 40 000 euros en quelques semaines. Et c'est là où on s'est dit, allez, banco, si les gens payent, c'est qu'ils aiment. Si les gens payent, c'est qu'on va faire une application enfin, qu'on va pouvoir ouvrir les championnats anglais et qu'on va pouvoir accélérer. Voilà. Et puis l'autre bonne surprise de ce crowdfunding, il faut toujours mettre un lot débile et hyper cher dans votre crowdfunding si vous en faites un, parce qu'il y a toujours quelqu'un de fou qui peut le prendre, ce lot. Et en l'occurrence, on avait mis pour 2 000 euros, vous pouvez défier les fondateurs de MPG au foot alors qu'on n'est pas spécialement bon. Et il y a quelqu'un qui l'a pris, et ce quelqu'un est devenu après investisseur chez nous. C'était Martin Solveig, qui était fan du jeu, qui jouait, qui voulait nous faire une donation, en fait, tout simplement. Tout n'a pas été facile, donc on peut parler de nos embrouilles. On a eu quelques belles embrouilles depuis 8 ans. La plus belle, c'est avec la Ligue de foot. La Ligue de foot nous avait assigné, parce que c'était l'époque de l'ancien président, de Thiriez, qui estimait qu'on n'avait pas le droit de faire ça, que la Ligue 1 c'était sa compétition et que ce genre de jeu n'avait pas de sa place. On s'était quand même informé avant de faire ça avec un cabinet. On estimait qu'on prenait des données publiques, qu'on en faisait quelque chose d'original avec un algorithme et qu'on avait le droit de le faire. Donc on était plus en pourparlers secret, derrière le rideau. Et il y a un journaliste, on ne sait toujours pas comment, qui a sorti l'affaire. Et on s'est dit que ça allait tout faire capoter parce que ça met en porte-à-faux la Ligue qui n'avait pas envie de ça. Et le coup de bol qu'on a eu, c'est juste à ce moment-là, il y a un nouveau président, Didier Quillot, qui arrivait à la tête de la Ligue et qui a lui un passé beaucoup plus business, médias, marketing, et qui a dit je veux pas de bad buzz alors que je viens d'arriver, et qui a vu l'intérêt d'avoir un partenariat avec nous plutôt que d'aller contre nous, parce qu'en fait les gens qui jouent à notre jeu, ils se cognent des matchs pourris le samedi, le dimanche, ils suivent beaucoup plus la Ligue 1, ils suivent beaucoup plus les journaux sportifs, etc. Donc ils se sont dit, voilà, quand tu passes par le prisme MPG, tu ressors avec un fan accéléré de Ligue 1. Donc il y avait tout intérêt à se rendre la balle, à se mettre en avant l'un et l'autre. Et donc on a fini par signer un accord partenarial dans lequel on se met en avant, on se fait un peu monter en pression sur les réseaux sociaux, on fait pas mal de choses ensemble. On envoie des gens qui jouent à MPG dans les stades de France pour voir les gens qu'ils ont achetés dans MPG sur les terrains. Donc on a réussi à sortir par le haut de cette affaire, mais on n'en est pas large. C'était juste après le crowdfunding, on venait d'avoir un peu d'argent, on venait d'être un peu sérieux, et je pense que c'est pour ça que ça a dégainé. Mais en tout cas, on a réussi à sortir par le haut. L'autre crasse qu'on a eue,
mais celle-là, elle était méritée. C'est qu'avant, on piquait les notes de l'équipe. À l'époque, elle les mettait sur leur site web. Donc, Greg avait développé un petit job pour aller récupérer toutes les notes, une à une de l'équipe, on les mettait sur notre jeu. Et on se dit, bah, c'est cool, on leur fait quand même de la pub, etc. Mais en fait, c'est une propriété intellectuelle, on n'avait pas vraiment le droit de le faire. Et même une époque où il avait retiré du site, et tous les dimanches soirs et le lundi matin, on se cognait de remplir 600 notes à la main sur un back-office. Nos femmes étaient ravies des dimanches soirs qu'on passait. Mais en tout cas, pour le coup, ils avaient raison. Donc, on a arrêté et du coup, on a acheté nos statistiques à un fournisseur stats. Et à partir de ça, on a fait notre propre algorithme pour donner une note sur 10 à tous les joueurs du championnat de France. Et c'est bien mieux comme ça. Donc, c'est un mal pour un bien. Et pour la petite anecdote, maintenant, il y a le groupe Amaury, dont l'équipe qui a investi chez nous. Donc, ça a pas mal changé les relations. Et on a même une émission chaque semaine avec eux sur les plateaux de l'équipe télé. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde les plateaux. On veut faire une émission web, on a fait une émission web, on a fait une 30aine d'épisodes. Et le seul plateau qu'ils avaient à disposition, bah, c'est les plateaux de la télé. Donc on se retrouvait à deux à faire une petite émission comme ça pour Facebook sur des plateaux gigantesques, plus grands que celui-là presque. Donc c'était un peu ridicule, mais on s'est bien amusé. La levée, ça parle pas mal de levée, de levée de fonds. Nous, on s'est dit qu'on pouvait avoir besoin d'argent pour deux choses. Un, pour avoir vraiment une équipe plus staffée que c'était à l'époque. Quand on a fait l'appli, c'était avec des freelances, c'était un peu galère. On voulait avoir un peu plus de structure. Et deuxièmement, pour essayer d'attaquer un autre pays, parce qu'en France, ça marchait bien. On voulait exporter ce petit succès à l'étranger. Et le petit partage d'expérience, je ne vais pas vous raconter toute la levée, mais l'idée, c'est de prendre un peu les moments croustillants. Déjà, le premier sentiment qu'on a eu, c'est que c'est un peu une petite couple. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ton entreprise, toi, et tu dois te poser les questions qui fâchent. Pourquoi tu as besoin de lever? Est-ce que c'est pour faire le fier et pour dire que tu es dans les gens qui ont levé? Est-ce que c'est pour revendre après? Est-ce que c'est juste pour t'aider à accélérer? Donc ça va pas mal dépendre de qui tu vas voir. Plus tu vas avoir des fonds, plus c'est pour vendre vite. Plus tu vas avoir des business angels, plus c'est l'intuitu personae et le coup de cœur et le projet qui l'emportent. Donc voilà, on a fait la tournée des popotes, on a pris quelques vents. Il y a quelques fonds pour qui on était un jeu. Donc, qui dit jeu dit incertitude. Et puis surtout, on est un business où on ne répond pas à un besoin. Maintenant, tu vas avoir un fonds, on te dit bah, c'est quoi ce que tu disruptes, c'est quoi le besoin auquel tu réponds. Nous, ce n'est pas un besoin, quoi. C'est un jeu, les gens y jouent, on a 1 million de personnes qui jouent, mais ce n'est pas un besoin. Donc ça a pas mal fermé pas mal de portes. Et puis on s'est tourné vers des business angels qui étaient soit fans du jeu, soit experts dans le sport. Donc on a eu un tour de table assez exotique entre Solveig, Bazin, Amaury. On a quand même choisi des gens qui aimaient bien le projet et qui pouvaient nous accompagner par leur expertise respective. L'autre truc qui nous a pas mal marqué, c'était le pacte. Le pacte, ça fait un peu comme un contrat de mariage. Pour ceux qui l'ont vécu, nous c'était un peu comme ça. Enfin, au final, c'est un mal pour un bien. Il faut mieux se poser les questions dures au début plutôt qu'une fois que ça pète. Mais en tout cas, ça t'impose de demander qu'est-ce qui se passe s'il y a un des fondateurs qui part. Au bout de combien de temps tu veux rester dans la boîte? Est-ce que tu vas vraiment vouloir vendre? Est-ce que tu es prêt à donner du capital à des salariés? Qui va récupérer en premier le capital s'il y en a un qui part? Enfin, toutes les questions que tu n'as pas envie de te poser. Mais c'est bien de se les poser au début parce qu'après, une fois que ça ne va pas, c'est trop tard. Il faut écrire tout ça avant, même si tu n'as pas envie. Et donc l'Espagne, on a levé il y a 1 an et demi. On s'attaque à l'Espagne. Alors la grande leçon qu'on a depuis 1 an, parce qu'on n'a réussi pas encore à percer, c'est que le succès que tu as dans un petit pays avec des raisons X ou Y, elles ne sont pas forcément valables malheureusement dans d'autres pays. Donc on est arrivé avec nos gros sabots en se disant bah voilà, on va faire un peu de pub sur Facebook, Google et puis ça va prendre et ainsi de suite. Et en fait, ça fait 1 an qu'on cherche la clé. Donc on s'est mis par recruter une personne qui est espagnole, qui ne parle pas français, qui est à côté de moi à Paris et qui essaie de nouer des partenariats, de traduire le ton, la tonalité pour que ça fasse vraiment plus local. Et on essaye, on ferme des portes. On a essayé la porte de l'acquisition solo, les influenceurs, les machins. On est en plein dedans, mais le retour d'expérience, c'est chaque pays, en tout cas pour notre business à nous, qui n'est pas universel, parce qu'il y a des contraintes locales et des cultures locales, ne peut pas s'adapter facilement. Et s'il y a quelqu'un qui a des contacts en Espagne, on se voit juste après. Il y a quelque chose que les gens aiment bien sur MPG, c'est le ton. Ils nous disent ah ouais, c'est super. Moi, je suis community manager, ça me parle. Comment vous faites?
Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'a pas de stratégie. On ne veut pas que ce soit une stratégie de communication. On veut pas, notre community manager, on l'appelle plus ambianceur de communauté. On parle en fait comme avec nos amis. Je ne sais pas si vous recevez les messages, les newsletters, vous lisez un peu ce qu'il y a sur le site. On n'a pas de barrière, on n'a pas de filtre. Donc c'est à double tranchant parce que vu que ça crée une proximité, on le voit aussi dans les commentaires, les gens sont très libres de nous parler comme ils veulent. Donc vous avez sûrement lu les commentaires le lundi matin, on se fait défoncer dans la joie et la bonne humeur parce que pour telle et telle raison. Mais en fait, on accepte la violence des commentaires, alors surtout sur Twitter, parce que sur Twitter, les gens sont anonymes, donc l'anonymat, ça crée des tensions beaucoup plus virulentes. Mais on accepte parce qu'on préfère, se faire tailler plutôt que les gens soient différents, quoi. On préfère la passion, même si elle est dure, plutôt que l'indifférence. Et on a de la passion. Voilà. On essaie d'éviter les anglicismes parce qu'on trouve qu'il y en a trop maintenant. Les points d'exclamation, les emojis qu'on voit à toutes les sauces. On essaie de parler français simplement, sans en faire des tonnes. Et vraiment, comme on parle avec nos amis, voilà. La seule barrière qu'on n'ose pas encore franchir, c'est une barrière un peu comme vous avec vos amis. Je pense que vous avez chacun vos boucles fermées, que ce soit SMS, WhatsApp, email, dans lequel vous envoyez des trucs qui vous font marrer et qui ne sont pas faciles à admettre, mais c'est des trucs sexuels, religieux, interdits, qui vous font marrer. Et quand ce même contenu est publié sur des réseaux sociaux, vous dites oh, c'est horrible. Tu fais une blague misogyne, raciste, bien sûr, il ne faut pas en faire sur les réseaux sociaux. Mais il y a ce truc qu'on ne veut pas encore passer parce qu'on n'a pas encore assez cette maturité pour aller dans cette transparence-là. Donc on est transparent avec certaines limites. Voilà. Et puis le dernier truc qu'on voulait dire, c'est qu'on a atteint un stade, un volume tel qu'aujourd'hui, il y a une autogestion. C'est-à-dire que quand on se fait tailler, les gens répondent, donc ça crée une espèce d'effet vertueux. Merci si vous nous avez déjà défendus sur les réseaux, parce que ça aide vraiment. Voilà, et la conséquence de ce ton et de cette liberté éditoriale qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super reach pour parler à nos communautés sur Facebook, Twitter ou Insta. Quand je parle avec des grosses marques qui ont des millions de followers ou de fans, depuis que Facebook a défoncé l'algo pour faire payer les marques à chaque post organique, j'ai l'impression que le taux de reach sur un post, il est inférieur à 5% en organique. C'est-à-dire que vous avez 1 million, vous allez toucher 5000 personnes en organique. Sauf si vous payez, parce que voilà, Facebook s'enrichit. On a la chance d'être en moyenne au-dessus des 55% de reach, c'est-à-dire que les gens voient ce qu'on met, principalement parce qu'ils interagissent. Et là, on a annoncé qu'on faisait le championnat de France de deuxième division, la Ligue 2, l'année prochaine. Et sur ce poste-là, on a eu 150% de reach. Donc il y a plus que les gens qui nous suivent qui ont vu ça. Donc c'est la contrepartie de la transparence et du ton qu'on a, c'est que nos discussions sont visibles. Un petit coup de projecteur qu'on a eu pendant la Coupe du Monde. Donc là, il y a des joueurs de mon petit prono. Juste pour vous raconter un petit peu la vague d'amour et d'inscrits qu'on a pris en un mois. C'était complètement ahurissant. On a fait jeu, on ne pensait pas du tout arriver là. On a eu 800 000 personnes qui ont joué, donc pas mal d'entre vous. On avait lancé le jeu pas mal en disant à notre communauté, vu qu'on n'a pas d'argent, en mars, on leur a dit, les gars, les filles, on va faire un jeu, c'est pour vous, donc parle-en à ta famille, parle-en à ton CE, parle-en à tes oncles, à tes tantes. Et en fait, on ne voyait pas trop le truc venir. Et puis en fait, une semaine avant le début de la Coupe du Monde, vers le 15 juin, on a vu les serveurs qui commençaient à chauffer, à tel point que le dernier jour, le jour du match de la Russie, on a eu 115 000 inscrits dans la journée en organique. Donc on était sur le back-office en train de regarder les chiffres monter. C'était un peu la fête. Et tout ça que par le bouche à oreille. Donc la vague qu'on a pris, c'était celle-là. Et voilà, on a eu des parties dans tous les sens. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un jeu. Alors c'est juste du pronostic, hein, rien de fou. Mais l'interface était simple. Et puis surtout, c'était viral, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait faire ses pronostics et se comparer avec ses amis, sa famille et puis toute la France qui jouait enfin, tous les Français qui jouaient à ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu un vrai succès dans les boîtes. En plus, la Coupe du Monde était pendant les heures de bureau avec le décalage horaire. Donc c'était parfait. Quand il y avait les télés allumées au bureau, ça jouait. Et vraiment, c'était un super learning de pouvoir avoir toutes ces retombées-là. On est passé sur le JT juste pour parler d'un jeu de pronostic, c'était hallucinant. Donc ça, c'était un beau moment. Je vais alterner avec un moment un peu, des moments plus durs cette année. Et le moment le plus dur pour tout le foot français cette année, c'était la mort tragique de Emiliano Sala, en plus à Nantes. On est à Nantes.
C'était une tragédie pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pour le club de Nantes, pour tout le monde. Et je partage cette expérience-là parce que nous, en fait, ce joueur est dans notre jeu. Donc, on était obligé de prendre position sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est un moment un peu dur, une réunion un peu de crise sur comment tu gères un cas qui est atroce. La bonne logique aurait voulu qu'on l'enlève du jeu parce qu'on ne pouvait plus l'avoir. Même si c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat de France de août à décembre. On ne voulait pas faire ça parce que ça aurait été malvenu de le virer du jeu. On a hésité à prendre la parole publiquement. On a vu beaucoup de communication faite par les proches, le club. On ne se sentait pas suffisamment à l'aise pour le faire parce qu'on ne voulait pas faire de la récupération. Donc la décision qu'on a prise, c'était de le passer dans le jeu à 500 millions d'euros, qui est le budget maximal qu'on peut avoir dans MPG. Donc c'est impossible d'acheter ce joueur avec ce budget-là. C'était 10 fois plus cher que Neymar ou que Mbappé. Donc ça devrait faire plaisir au président Kita. Mais en tout cas, c'était notre clin d'œil à nous, notre révérence, c'était de le laisser dans le jeu à un prix élevé pour qu'il soit toujours là un peu avec nous, mais sans vouloir pour autant faire une communication publique dessus. Et j'ai l'impression que la communauté l'a plutôt bien pris parce que on a eu des échos positifs de cette prise de position. L'autre temps fort cette année, ça a dû un peu crier chez vous aussi quand vous jouez à MPG, c'était le référendum qu'on a dû faire à cause des gilets jaunes. Donc le gilet jaune, alors c'est anecdotique pour eux, pour ce mouvement qui est puissant, populaire en France, mais ils ont annulé des matchs de foot. Donc on s'en fout, ça reste du foot, etc. Mais si c'est que pour nous, ça a un peu impacté notre business parce que les gens ne pouvaient pas jouer au foot et donc ça a impacté les notes dans notre jeu. Il y a notamment une journée où en fait il y a eu 6 matchs qui ont été décalés en décembre, la journée 17 du championnat de France. Et donc pour ceux qui jouent pas, ça vous paraît un truc débile, mais pour ceux qui jouent, c'était vraiment impliquant parce qu'ils pouvaient gagner ou pas leur match et donc leur ligue et donc être les meilleurs dans leur ligue. Et donc la décision qu'on a prise, parce que soit on disait qu'on annulait notre journée MPG et on se faisait défoncer par la moitié de la communauté, soit on disait qu'on maintenait la journée MPG et on se faisait défoncer par l'autre moitié. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va rendre la parole aux gens, on va les faire voter. Et on a fait un vote sur Facebook le vendredi après-midi sur Twitter, et on a eu, je crois, 90 000 votes en 1 heure. Donc les gens étaient surexcités. Mais au moins, la décision a été partagée. Et donc on a réussi à sortir, je pense, par le haut, même s'il y en a quelques-uns qui sont encore pas contents, je pense. On a réussi un peu à sortir par le haut parce qu'on a partagé la décision et on a réussi à emporter une majorité en fait, de personnes sur cette décision. Voilà, et puis pour finir, il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes. Moi, j'ai quelques anecdotes à vous partager, le temps que vous prépariez vos questions éventuelles. Pour bien finir, petites anecdotes, ça c'est des messages qu'on reçoit assez régulièrement. Il y a des malades qui se font des trophées à la fin de leur saison MPG et qui nous envoient ça. Donc, par exemple, celle de gauche, là, la personne a dû passer une journée à le faire avec tous les petits bonus, avec tous les trucs. Il y a des gens qui se font des chaussures en or. Il y a un papa qui a fait ça avec son fils le samedi matin parce qu'il est complètement excité sur le jeu et que du coup, il a fait de la pâte à modeler avec son fils. Donc, ça nous touche parce que ça lie les gens entre eux et ça crée des histoires assez drôles. Ça, c'est une autre anecdote qu'on aime bien. C'est qu'il y a une bande de potes, dont l'un se mariait, qui jouent ensemble à MPG. Et ils ont fait un EVG dédié à MPG. Donc, ils ont réussi à retranscrire dans leur week-end l'expérience MPG. Donc, ils ont fait un foot et ils se sont achetés avec un budget limité chacun. Donc, voilà, toi, Paul, tu coûtes 30 millions, toi, tu coûtes 20 millions. Ils ont mis des malus et des bonus à des gens qui jouent au foot. C'est complètement parti en vrille. Donc, ça, pour nous, c'est génial. On nous a même demandé de faire un discours de mariage pour un marié qui avait perdu MPG. Donc, on l'a fait. On a dit que MPG, c'était un briseur de couple, parce que tous les vendredis soirs et samedis soirs, ceux qui y jouent, ils ne sont pas avec leur nana ou leur mec au restaurant, ils sont en train sur leur téléphone de checker leurs résultats. Mais malgré ça, la personne s'est mariée. Il y a pas mal de moments en famille, ça pareil, ça c'est des gens qui jouent avec les deux fils qui jouent avec leur père, c'est devenu une espèce de marronnier, c'est-à-dire que chaque saison, ils jouent ensemble, et puis ça les réunit, ils se font une petite bouffe de fin de saison. Ça, c'est un papa qui joue avec son fils de 7 ans. Il a réussi à avoir le même langage en parlant foot. Donc voilà, c'est des petits moments. Il reste 2 anecdotes. Celle-là, elle est assez sympa. Ça, c'est une jeune maman qui est passée sur une émission pour les jeunes mamans, justement. C'est les maternelles. Je ne sais pas s'il y a des jeunes femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, mais c'est une émission sur France 5 à 11h, je crois, qui parle de
comment éduquer le bébé, est-ce qu'il faut faire la tétée, est-ce qu'il machin. Et donc, dans cette émission qui n'a rien à voir avec le foot et avec nous, cette personne-là a commencé à dire que pour raviver la flamme avec son mari, parce qu'après l'accouchement c'est toujours un peu plus dur, dans les relations, quelles qu'elles soient, et ben, la meilleure décision qu'elle ait prise, c'était de jouer à mon petit gazon avec son mari. Voilà. Donc elle dit ça, on a été ahuris. Et du coup, on a posté ça sur notre page Facebook et tous les mecs ont dit « Mais regarde, cette nana, elle est géniale, toi tu ferais jamais ça ». Donc ça, c'était assez ahurissant. Mais pareil, ça crée des connexions, donc c'est chouette. Et puis la dernière anecdote, ça c'est un peu rencontre du troisième type, ça c'est un joueur de foot professionnel qui joue à Nîmes, qui est attaquant à Nîmes, et qui joue à notre jeu. Donc c'est un peu chelou quand tu es joueur de Ligue 1 et que tu joues à ça, c'est-à-dire que tu peux t'acheter, tu peux jouer contre toi. Et là, il envoie un tweet le lundi matin et il dit « Putain, j'ai marqué un but dans la vraie vie, et en fait, ce but dans la vraie vie m'a fait perdre dans MPG. C'est complètement n'importe quoi. » Voilà. Merci à tous.